bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à ce forum organisé dans le cadre de l'Orite des maisons couplées à la célébration de la journée de la femme nigérienne. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique puissante et essentielle. Quand les femmes s'engagent, quel est leur rôle, quel est leur impact sur la société. Dans un pays où les normes patriarcales restent fortes, nous avons choisi d'ouvrir la discussion avec des voix diverses, hommes et femmes universitaires, entrepreneurs et citoyens engagés, pour réfléchir ensemble l'engagement féminin comme les leviers de transformation sociale. Donc, merci MC. Donc, mon nom c'est Ono Soumana Moussafa. Je suis enseignant-chercheur à la faculté de sciences économiques et de gestion, plus précisément au département de gestion. J'avais fait ma thèse en Turquie, là où je passais des temps de recherche et qui m'a valu le titre de grade de PhD, doctorat en philosophie. Et là, je suis revenu au pays, Dieu faisant, donc on a lancé des recrutements et voilà que je me retrouve à la faculté, dans cette faculté-là où j'évolue. Donc ça veut qu'il y a toujours de l'espoir. Si on part là-bas, donc on va pouvoir revenir aussi de notre pays, peut-être ce qu'on a appris, et amener nos expériences aussi partagées avec les autres. Donc merci. Salam alaikum, moi c'est Fatima Ousmane, la promotrice de la maison de culture ZC et aussi assistante comptable chez FCA du groupe ESCO. C'est un réel plaisir d'être parmi vous. Je remercie le DE et le félicite pour l'organisation de cet événement. Et contrairement à mes plans, je n'ai pas fait le PhD, mais quand même j'ai un Master 2 en Turquie en comptabilité finance. Merci. Je me nomme Boubacar Laouje Zakari. Je suis enseignant-chercheur à la faculté d'agronomie de l'Université de Niamey. Évidemment, tout comme Al-Mustafa, moi aussi j'ai fait mon doctorat à Akdeniz University, en Thalia, où après on avait décidé vraiment de revenir au pays et Dieu faisant bien les choses, on s'est retrouvé aujourd'hui à l'université. Là où on a commencé déjà, on a fait la maîtrise, où on est actuellement enseignant-chercheur. Merci. Ok, je me nomme Issoufa Malajidi. Je suis enseignant-chercheur au département de sociologie et anthropologie à l'Université de Niamey. J'ai fait Ankara, j'ai fait ma thèse à Ankara University de 2016 à 2021. Donc, merci. On avait des thèmes où on va débattre aujourd'hui, c'est comment, quand les femmes s'engagent, impact citoyen et changement social. Donc, défendre le rôle de la femme, l'engagement citoyen et le changement social dans une société patriarcale comme le Niger. La première partie du panel va se consacrer au regard croisé. Bon, aujourd'hui, mais quand même, déjà une annonce à faire. Aujourd'hui, là, on a un gongo parmi nous. Inch'Allah, j'espère que parmi les célibataires qui sont là, ça va pouvoir. Ah, Barkalamaya, je vais tout son nom après, Inch'Allah, ne vous en faites pas. D'accord. Selon vous, quelle est aujourd'hui la réalité de l'engagement des femmes au Niger? Voyons ce que chacun en pense, et comme ça, on va voir sur les différents angles. Qu'est-ce que vous en pensez? Ok, ce que je veux dire, je pense que c'est comme si quand on la regarde, cette question elle est biaisée parce que quand on prend l'historique même en fait de l'Afrique, c'est parce qu'on est beaucoup plus, ou bien le Niger a été colonisé, donc il y a eu des contacts avec l'extérieur et la tendance a changé. Mais quand vous regardez un peu historiquement de l'Afrique, les femmes étaient toujours devant. Et quand vous prenez comment on appelle ça, des impératrices, on a trouvé, il n'y a qu'en Afrique qu'on a trouvé des femmes qui ont mené des guerres dans laquelle on n'a pas trouvé dans aucune société, que ce soit même en Europe. Par exemple, quand on va vous parler, comment on appelle ça, de la reine de Zinga, quand on va vous parler de, comment on appelle ça, l'impératrice Amarika de Éthiopie, qui a mené par exemple une guerre avec l'empereur romain. Qui était beaucoup une puissance à ce temps-là. Donc maintenant, on se demande comment se fait-il que
de telles femmes ont existé en Afrique et que nous sommes là, nous nous retrouvons ici à train de parler de l'engagement de la femme, le sexe faible, tout ça là. Alors que quand on le regarde, et même un exemple là où, jusqu'à ce que ça a été, comment on appelle ça au cinéma, par exemple quand vous prenez les Amazones, de Bénin, une histoire qui est beaucoup plus palpable. Là où, comment on appelle ça, c'est des femmes guerrières qui ont, comment on appelle ça, qui étaient l'armée comment on appelle ça, l'Europe d'Inzin. Ok, donc là, et puis jusqu'à c'est devenu, comment on appelle ça, les Américains ont repliqué ça sur le cinéma. Ok, et là, c'est des exemples qu'on retrouve quand même en Afrique, mais là, maintenant, on se demande où sont les femmes. Maintenant, mais il y a une conception qui est là. Je pense que nous, au Niger, quand même, de façon résumée, les femmes retrouvent leur place. Ça, c'est peut-être une conclusion personnelle pour ne pas prendre là. Mais les femmes, quand même, sont là. Il faut peut-être continuer encore à les appuyer parce qu'il y a l'appui qui manque. Comme ce qu'avait dit Fatima, les hommes doivent les accompagner dans leur entreprise, les hommes doivent les encourager et peut-être les conseiller pour qu'elles ne dérivent pas. C'est ça aussi souvent les soucis. Quand il part trop, la femme intellectuelle, de façon générale, pour revenir à des difficultés à avoir un mari, à plus forte raison, cette femme qui est non seulement intellectuelle, mais qui est aussi devant la scène, qui est ceci, qui est cela. Donc notre société encore, peut-être qui n'a pas atteint ces niveaux pour pouvoir consommer. Mais je pense qu'il y a quand même des évolutions. Quand on prend, par exemple, chez les étudiants, on arrive quand même, ces derniers temps, à avoir des étudiants responsables, des salles responsables des classes, et peut-être candidats à l'ISN. Bon, merci. Bien évidemment, l'homme est un allié pour le développement et l'engagement social, culturel de la femme. Et comment est-ce que on peut parvenir à épauler, c'est-à-dire en la soutenant, en allégeant ses tâches domestiques, pourquoi pas, en lui favorisant, en la soutenant moralement, que ce soit moralement, financièrement aussi. Je pense que c'est tout ce que j'ai. Merci beaucoup. En termes d'engagement, si on reste dans notre contexte, puisque le Niger est devenu beaucoup plus ce terme paternaliste, là où c'est toujours les hommes, je pense que le soutien viendra au niveau du foyer. Et dans le foyer aussi, la femme doit comprendre que les tâches ne sont pas obligatoires. C'est parce que peut-être elles n'ont pas compris. On pense que quand elles sont dans le foyer, c'est elle qui doit préparer, c'est elle qui doit... Même l'allaitement, si elle décide de ne pas allaiter son enfant, il n'est pas obligé de le faire. Et l'homme doit aller chercher une femme allaitante pour allaiter son enfant. Donc là, c'est des principes qu'elle, même si elle est comprenne, je pense que l'homme ne doit pas les mettre ça sur les épaules pour dire que non, tu dois toujours rester à le faire. Parce que s'il y a des droits et des principes que même les femmes doivent comprendre, et les hommes aussi doivent s'y mettre à comprendre la femme, quels sont ses besoins, quelles sont ses attentes. Par exemple, une étudiante, comme nous sommes tous, nous partons à l'université, et quasiment il y a beaucoup de femmes. Mais maintenant, quand on les marie, on pense que bon, elle doit rester et nous, on doit continuer pour aller faire le doctorat. La preuve en est un peu, quand vous voyez, il y a plus, par exemple, des études avancées en doctorat, c'est pas parce que les hommes sont beaucoup plus intelligents que les femmes. Non, en aucun cas. C'est parce que, comment on appelle ça, elles sont déjà limitées au niveau du foyer, de leur contexte dans lequel elles se retrouvent. C'est pour cela qu'elles n'arrivent pas à avancer. Et je pense que le Niger doit aller au-delà, au fur et à mesure, là où, parce qu'il y a des femmes intelligentes. Il y en a beaucoup d'ailleurs, pour ne pas peut-être encore. Maintenant, le soutien, comme peut-être elle a dit, ça doit être, comment on appelle ça, le soutien moral d'ailleurs. Il faut qu'elle soit en, comment on appelle ça, en confiance quand elle sort pour, par exemple, animer des panels, que son mari est toujours derrière elle. Backup. Ça veut dire que le mari est toujours là. C'est pas quand elle sort et quand elle rentre, le mari n'est pas content du genre, elle s'affiche. Tu vois, tu ne peux pas te comporter comme les autres femmes. Il va falloir avoir le soutien de l'homme. Donc ça veut dire que pour l'émancipation de cette femme, en tout cas dans notre contexte, il va falloir avoir le soutien de l'homme à tout moment. La question, c'est quel stéréotype? C'est la question de comment je pense que je vais essayer. Qu'est-ce qui freine l'implication active des femmes dans les sphères associatives, économiques et politiques? Les prédécesseurs ont déjà parlé, un certain nombre d'éléments sont sortis qui sont essentiels
D'abord, pour moi, il y a une question autour de la culture. La culture nigérienne, que ce soit la culture traditionnelle ou la culture islamique, on joue un rôle important dans les cadres de la représentation de la femme. Il faut se dire, dans notre société nigérienne, chaque élément a un rôle à jouer. Et généralement, le rôle qu'on attribue à la femme, ce n'est pas son rôle d'être la responsable ou chef de groupe. C'est comme nos familles. Elles ne sont pas les mêmes que les familles européennes, par exemple. On sait qu'il y a un chef de ménage, généralement c'est un homme. C'est lui le lion, c'est lui qui fait ça. La femme, son rôle, c'est de préparer et garder les biens de son mari. De façon radicale au Niger, c'est ce que les gens font. Alors, maintenant, ça c'est une vie en ville peut-être. Mais dans nos sociétés traditionnelles, dans nos villages, les femmes ont des très grandes responsabilités que les gens oublient. Je vais prendre peut-être un ou deux exemples pour édifier ça. Quand nous prenons chez les Peuls de la salle, ils savent que l'économie familiale, l'économie de la famille est gérée par la femme. Les troupeaux appartiennent à l'homme, mais qui accompagne les animaux en bouche. Le retour les soirs, qui est là pour traire, qui est là pour faire le fromage, qui est là pour avoir du lait, qui va le lait. C'est elle qui détient l'économie de la famille. C'est elle qui a vu son mari, c'est à elle de donner des montants pour aller payer la cola ou faire quelque chose. Donc elle détient l'économie, elle joue un rôle important. Mais la conception qu'on a en ville, ce n'est pas ça. Quand on parle de l'autonomisation ou de la participation active de la femme, ce n'est pas ça. On a besoin de voir la femme à la télé, qui parle, la femme qui dirige, etc. etc. Dans nos sociétés, ça c'est mal dit. Sous l'angle religieux, ça dépend des interprétations. Je ne suis pas un oustaz, mais j'ai quand même l'habitude d'entendre on dit ah, on ne peut pas aider les femmes. Alors que nous sommes une société à 99% musulmans. À tort ou à raison, je ne sais pas. Les oustas peuvent dire plus. Mais c'est extrêmement important. Quand on prend chez les Touaregs, quand on prend chez les Kanouris, mais les femmes sont autonomes dans leur pratique. Chez les Kanouris, toutes les femmes ont leur portion des champs, elles vont cultiver leur tatasseï ou leur truc, elles ont leur kindé avec leur cola qu'elles vendent, elles ont leur économie. Dans le but peut-être d'accompagner la jeune fille qui va se marier avec un homme d'or. Quand vous prenez de façon générale, dans nos sociétés, les femmes jouent un rôle important sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan associatif. Elles sont là. Elles sont là. Mais peut-être à gagner, c'est ces femmes-là qui s'engagent, qu'on voit à la télé, comme a dit mon ami Laouché, ou des activistes qui sont là. Mais je vais aborder un peu dans le même sens. En fait, je pense que du moment où les femmes sont plus nombreuses, au Niger par exemple, c'est l'exemple ici, elles sont plus nombreuses que nous, et que la majeure partie en fait du leadership en fait c'est de la main des hommes. Et donc pour qu'il y ait vraiment une émancipation, il faudrait qu'il y ait ce soutien-là en fait. Il faudrait que l'homme soit vraiment cet allié donc pour cet engagement féminin. Alors je m'explique, je donne par exemple un exemple. Quand vous prenez dans une famille, évidemment comme il a conclu avec, c'est que si une femme sort pour aller travailler et que son mari n'est pas content qu'elle parte travailler, vous savez, dans la société aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que aller travailler pour une femme, que c'est passer une abomination ou bien des stocks comme ça. Alors, il faudrait donc que les maris, que les maris soutiennent vraiment leurs femmes. On parle en fonction de nos réalités, mais on ne prend pas en considération ce que la religion dit. Et c'est tout le problème qu'on a chez nous au Niger. Parce qu'aujourd'hui, on peut vouloir condamner l'homme, mais je pense que ce n'est pas que l'homme. Les femmes aussi, à un moment donné, ils font des choses qui ne sont pas avec les principes religieux. Et c'est pour ça que j'aurais aimé parmi les panélistes qu'il y ait vraiment cette expertise religieuse qui pourrait vraiment nous détailler sur certains aspects. Et comme contribution, je pense que les hommes font tout au Niger. Parce qu'on ne peut pas vouloir que dire on n'aime pas les femmes ou que le développement des femmes sont freinés par nous. C'est parce que souvent, si c'est freiné, c'est qu'à un moment donné, la femme aussi, elle ne joue pas son rôle. Je vais donner un exemple. On souhaite que, par exemple, aujourd'hui, une femme puisse être leader et tout. Mais pour qu'elle soit leader, il faudrait qu'elle ait un exemple qui est exemplaire. Il faudrait aussi que
tu ne peux pas être marié, tu as un homme, tu as tes enfants et tu fais des réunions à 1h, 2h du matin dans la maison de l'homme. Donc ça y va de sorte qu'après, il y ait des problèmes. Donc tout ce que moi j'aurais voulu, c'est vraiment d'avoir cette personne qui a pas mal d'expérience religieuse qui pourrait nous éclaircir par rapport à ce que la religion dit et ce que la religion ne dit pas. Merci. Donc, mon nom c'est Dr Adamou Aboubakar. Je suis expert en nutrition et sciences des aliments. Permettez-moi de remercier les organisateurs de cette activité qui pour moi est très intéressante parce que ça nous permet quand même d'avoir beaucoup d'échanges entre nous et aussi de discuter de la femme qui est le pilier de toute société, pas la nôtre seulement. Même dans les plus grandes nations, la femme a un rôle très important. Le deuxième point sur lequel vraiment j'aimerais intervenir, c'est beaucoup plus de contributions. On a eu la chance quand même d'étudier les deux côtés, que ce soit le côté religieux et le côté de la science moderne aussi. Du peu que j'ai compris, après mes 20-30 ans d'études, c'est que la religion n'est en aucun cas un frein pour la femme musulmane. La religion musulmane, j'ai dit, elle n'a aucun frein pour la femme musulmane. La preuve est que vous allez voir qu'il y a beaucoup de femmes musulmanes qui ont réussi, qui sont des modèles de réussite dans la société. Vous partez au Nigeria à côté, vous allez trouver beaucoup de femmes musulmanes qui ont réussi en tant que leaders religieuses. Elles sont des mères de famille, elles ont gardé leur religion et elles sont, elles ont eu une très grande réussite. Donc personnellement, j'ai été formé par une femme au nom du professeur Sabawa. Aujourd'hui, elle est directrice générale après avoir passé beaucoup de temps, au niveau des beaucoup de postes. Elle est enseignante-chercheur, elle est professeure aujourd'hui. Donc pour moi, c'est un modèle de réussite de femme. Donc encore une fois, elle est musulmane, très religieuse, machallah. Et aujourd'hui, partout où elle passe, elle change. C'est-à-dire qu'elle apporte une amélioration très significative pour la société et pour la communauté. Donc pour moi, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. J'aimerais aussi apporter une précision tout à l'heure. Dr Moustapha avait parlé de l'allaitement qui n'est pas obligatoire chez la femme. Oui, il n'est pas obligatoire, mais j'aimerais quand même éclaircir la lanterne de la femme pour la permettre en fait de faire le meilleur choix. Aujourd'hui, aucun aliment en tant qu'expert ne peut remplacer le lait de la maman pour son bébé. On n'allaite pas un enfant à cause de l'homme. Que dire des femmes qui allaitent, qui aujourd'hui malheureusement n'ont pas un homme à côté? Il y a beaucoup de femmes qui allaitent aujourd'hui, qui n'ont pas de mari, peut-être le mari est décédé, ou bien il y a un problème particulier. Elle n'est pas obligée de le faire. Ça, c'est une réalité qui est là. Mais le meilleur aliment pour cet enfant-là, c'est le lait de sa maman. Il n'y a aucun lait au monde qui peut le remplacer. Et nous, en tant qu'experts, on conseille fortement, on recommande fortement les mamans à allaiter, à continuer à allaiter les enfants pour que ces enfants-là soient en bonne santé. Beaucoup des études ont montré que les enfants qui ont été allaités sont plus résistants aux maladies, aux infections, par rapport aux enfants qui n'ont pas eu la chance d'être allaités. Donc, continuons à allaiter les enfants, c'est pour le bien de l'enfant, pas celui du papa. Donc, je vois qu'il y a beaucoup d'intervenants et que le temps est contre nous. Peut-être on aura aussi une occasion d'échanger sur les sujets relatifs au domaine sur lequel personnellement moi j'interviens. Et je continue à plaider pour la cause de la femme, continuer à viser l'excellence. À un certain moment donné de la vie, quand on est bon, quand on est excellent, qu'on soit femme ou homme, je crois à l'excellence et à la capacité surtout dans la réussite, que ce soit homme ou femme. Aujourd'hui, je dirais que, machallah, il y a beaucoup de progrès. Beaucoup de progrès. Vous faites le tour de la salle, peut-être on est moitié-moitié. Beaucoup d'avantages. 6 mois de congé dans certaines institutions, quand la femme accouche. Beaucoup d'investissements sont en train d'être faits. Donc, à la fin de la journée, votre capacité à
à viser l'excellence va faire la différence entre le choix que les hommes ou les femmes feront. Merci beaucoup. À tous. Je remercie beaucoup nos panélistes de nous avoir édifiés sur la première partie de ce thème combien important aujourd'hui, surtout au Niger, et avec tout ce qui se passe dans l'actualité qu'on est en train de vivre, les femmes. Bon, moi je vais commencer par une histoire. C'est l'histoire de la famille d'Imran. La famille pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a consacré la 3e sourate du Coran, sourate Al-Imran. Imran, c'était un pieux et il a laissé son épouse Hanna enceinte. Et quand elle a su qu'elle était enceinte, elle espérait que ce soit un homme pour que ce garçon qu'elle allait mettre au monde là porte le flambeau de l'islam, ou porte le flambeau et qu'il soit quelqu'un qui contribue à la société énormément. Et Qadar Allah wa Masha Afal, Allah il fait ce qu'il veut. Il a fait que l'enfant qu'elle portait était une fille. Et quand elle l'a mis au monde, elle s'est rendue compte que c'était une fille. Elle dit à Allah, Rabbi inni wada'tuha untha. Et Allah, lui, il sait ce qu'il lui a donné. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il n'y a pas de différence en fait entre les hommes et les femmes dans l'impact qu'on peut apporter à la société. Donc c'est juste ça que je voulais utiliser comme introduction et dire que l'enfant qui est né de cette union-là, c'est Mariam, alayhi salam, la maman de Isa. Et on sait qui ils sont tous. Donc quand Maman Sani parle d'expertise religieuse ou quoi que ce soit par rapport à ce sujet, je pense qu'on est assez édifié par rapport à la place de la femme dans l'islam. Malheureusement, nos hommes aujourd'hui n'utilisent que les versets qui les intéressent, n'est-ce pas? Le 4e verset de la sourate An-Nisa, ça tous les hommes connaissent, mais le reste on ne connaît pas. Et je suis désolée d'entendre mes frères dire ici que la femme, elle doit contribuer au foyer. Oui, contribuer, mais pas financièrement. Ça, ce n'est pas une obligation. La bonne de votre épouse, c'est à vous de payer. Ce n'est pas à la femme de payer. Parce que c'est son droit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait pris des servantes pour ses épouses. Maintenant, quand vous n'avez pas les moyens, on ne vous force pas. Mais tant que vous avez les moyens, excusez-moi, mais c'est un luxe qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé. C'est à vous de bien le faire. Et maintenant, je ne vais pas être longue parce que je sais que tout ce qui va sortir d'ici va être riche. Et je voulais juste dire que même dans l'histoire de l'islam, on a des femmes qui ont contribué financièrement, moralement, physiquement pour l'expansion de l'islam. Je commence par la première femme, Khadija radiallahu anha, la première croyante, pas femme croyante, la première croyante de l'islam. Il y a des femmes, il y a le premier martyr de l'islam, le premier être humain à être mort pour l'islam, c'est Soumaïa, c'est une femme. La meilleure savante à l'époque, c'est Aïcha radiallahu anha. Donc je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, nous les femmes, on est obligés de sortir dans des débats comme ça pour dire qu'on a tel droit, on a tel droit. Ça fait longtemps qu'on a ces droits-là. S'il vous plaît, accordez-nous nos droits. Et arrêtez de traumatiser les femmes dans la société. Si la femme travaille, elle peut aussi contribuer. Il y en a des femmes qui travaillent même. La seule bonne qu'elle recrute, c'est à l'homme de pays. Je suis coordinatrice de projet dans une ONG qui gère 10 établissements. Je suis entrepreneur, je suis mariée, mère et membre de plusieurs associations. Je suis vice-présidente de l'AEMIT.
et on fait des réunions régulièrement. Je crois qu'il y a 2-3 mois, le président m'a dit à la suite d'une réunion, mais Abdoulaye, toi, je t'ai jamais entendu dire, je suis pressé, je dois aller préparer. Je lui ai dit, président, c'est une question d'organisation. Ça ne veut pas dire que je ne prépare pas pour mon mari. Non. Je fais la cuisine de mon mari. Et je fais certaines tâches ménagères. J'ai ma bonne, mais elle ne fait pas tout. Elle ne fait pas tout parce que moi, personnellement, même, je n'aime pas manger la nourriture de la bonne. Donc, tant que j'ai le choix, je fais ma cuisine moi-même. Mais la clé pour allier vie professionnelle, vie privée, c'est l'organisation. C'est la clé. Mais avant ça, il y a la crainte d'Allah. Il faut faire la part des choses. Il faut faire la part des choses. Comme l'a dit le grand frère Dr Alaj dit, la femme responsable est celle qui assume ses responsabilités familiales. Donc avant d'être travailleur, on est d'abord des musulmans. Et le mariage, c'est une relation qu'il y a entre toi et Allah. Ça va au-delà d'une relation entre toi et un homme. C'est entre toi et Allah. Donc, si tu assumes tes droits envers l'homme, c'est entre toi et Allah. Il ne faut pas regarder l'homme ou son comportement pour faire ce qu'on veut. Non, on sera questionné sur ça. Donc, on assume ses tâches, mais je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on dise que les tâches ménagères, c'est à la femme de le faire. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa vie, c'est lui notre modèle, il ne nous a pas enseigné ça dans sa vie. Aïcha raconte que tant qu'il n'est pas à la mosquée ou dans les assises, il est à la maison avec eux en train de faire des tâches ménagères, malgré qu'elles avaient des servantes. Mais je ne peux pas comprendre que toi, l'homme, tu passes la journée au travail. Moi, femme, je passe la journée au travail. D'accord, j'ai fait la cuisine, j'ai fait tout. Maintenant, je suis à la cuisine, le verre est là, l'eau est là, et tu m'appelles de la cuisine pour venir te donner l'eau. Ça, franchement, ça ne passe pas. Directement, le compteur saute. Parce que ça ne passe pas. Ça va au-delà. Je vois ça comme une relation de maître et servant. Ce n'est pas une relation de conjoint. Et dans la définition du mot conjoint aussi, il y a le co. Ça prouve qu'on est au même pied d'égalité. C'est vrai qu'il y a un chef, mais ça ne veut pas dire que c'est un maître. Voilà. Donc si la femme, elle assume ses responsabilités familiales, c'est pour elle-même, d'abord, parce qu'elle sera questionnée sur ça, mais ça ne veut pas dire que l'homme doit en abuser non plus. Et la troisième chose importante, après la crainte d'Allah et l'organisation, c'est vraiment la compréhension du mari. Il faut qu'il comprenne et il faut qu'il adhère à vos projets. S'il n'adhère pas à vos projets, vous n'allez même pas avancer. Parce que vous lui dites que vous avez une réunion à 9h, il est 8h50, vous devez sortir de la maison. C'est à ce temps-là qu'il va vous dire, je n'ai pas retrouvé ma montre. Et la chaussure là que tu as sortie, ce n'est pas elle que je veux. Pour juste te faire traîner et être en retard. Donc il faut utiliser les astuces dont le grand frère a parlé pour faire adhérer le monsieur à ses projets. Et ça se fait bien avant le mariage. C'est vrai que bien avant le mariage, ça passe très vite et facilement. Après, il y a des résistances, mais il ne faut pas succomber, chère sœur. Il faut être persévérante et il faut se bagarrer avec la vérité. C'est quelque chose que ma grande sœur nous dit tout le temps. Il faut se bagarrer avec la vérité. Donc si tu veux réclamer des droits, tu veux, qu'est-ce qu'il a dit, soutirer de l'argent, il faut assumer tes devoirs. Voilà. Je voulais intervenir depuis, mais bon, j'ai vu l'engouement que les débats ont suscité. Donc tout le monde ne peut pas intervenir en même temps. Toutes choses étant, je voulais faire une petite synthèse d'une minute des deux questions qui ont attiré mon attention. La première, c'était par rapport aux stéréotypes. C'est vrai, Al-Mustafa et les autres panélistes vraiment ont ratissé large. C'est vraiment culturel. C'est vraiment culturel, c'est des choses qui sont culturelles. C'est tout ce qu'on peut dire. Maintenant, la dernière question, c'est la question de tout à l'heure, comment concilier le professionnel et aussi la vie familiale. Là, je vais vraiment profiter pour
louer l'effort des femmes, de nos femmes, qu'elles font à la maison. C'est très difficile. C'est très difficile de concilier les deux. Mais quand même, elles arrivent à le faire. Aujourd'hui, moi, je prends mon propre exemple. Quand je descends, je suis exténué. Dès que tu arrives à prier, tu te laves, tu ne peux rien faire d'autre que dormir. Mais imaginez une femme qui travaille, qui descend du travail, elle est obligée de venir à la maison, s'occuper de son foyer. Je ne parle même pas des enfants. Elle va venir, elle va préparer d'abord pour le mari, pas que pour le mari, pour la famille. Ensuite, elle va s'occuper des enfants, les mettre au lit. Ensuite, elle va venir aussi mettre leur papa au lit. Vous voyez tout ce que ça fait. Donc, vraiment, c'est vraiment pour vous faire un témoignage. Louer vraiment l'effort que font les femmes. Je sais que beaucoup d'hommes ne pourront pas le faire. Si on était à leur place. Voilà. Donc, merci. Merci, docteur. D'abord, je me nomme Amadou Amadou. Je pense que mes préoccupations ont été par ma sœur.